position. Merci. Donc, je pense que le webinaire il passe aussi en streaming sur le Facebook pour tous ceux qui souhaiteraient inviter ou bien faire participer leurs amis, leurs collaborateurs. N'hésitez pas, vous pouvez juste leur envoyer le lien ou bien leur demander de se connecter sur la page Facebook Régine Pro Consulting ou bien leur envoyer le lien du Zoom. Voilà, juste 2 minutes. Allô? Bonsoir et bienvenue encore sur ce talk. C'est notre dernier talk de l'année. Il s'agit dans ce talk de parler de 5 tips, 5 bonnes façons de gérer la frustration en équipe. Je suis Régine Love Moukete, Chief Happiness Officer, et merci d'être là, merci d'être connecté. Coucou à tous et bienvenue à ce talk. Alors, sans plus tarder, notre hôte de cette journée, c'est Herman Capot, qui est mon grand coach, comme je le dis la plupart des temps. C'est notre mentor. Donc, je le laisse. Herman, est-ce que tu es là pour que nous allons... la séance va durer 45 minutes, 30 minutes maximum, et le reste du temps, les questions. Herman, tu es là? Je suis bien là, Origine. Ok, nous t'écoutons, Herman. Moi, je me déconnecte, je me coupe un peu. Donc, à toi toute la place et merci encore. Je lance l'option de partage. Un participant à la fin. Voilà. Allô, Herman? Juste le temps de partager mon écran. Super. Ok, alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a des attentes particulières qui ont été exprimées par les participants, Régine? Nous n'avons pas eu le temps de recorder les attentes. Nous avons recorté les attentes sous forme d'un questionnaire que nous avons mis en ligne pour comprendre quels sont la plupart du temps les éléments qui les frustrent le plus au travail. Et nous avons eu le résultat. Nous sommes en train de le télécharger. La plupart, nous avons environ
53% de personnes qui disent que ce qui les frustre le plus au travail, c'est le problème de reconnaissance au travail. 53%. C'est le taux le plus élevé, c'est la reconnaissance au travail. Et ensuite vient l'ambiance au bureau, d'un pourcentage de 6%, mais pour la majorité, l'ambiance 26 et la reconnaissance 53. Donc, voilà les deux premiers éléments sur les 5 que nous avons, sur le sondage de 5, voilà les deux éléments qui sont le plus ressortis. Après l'ambiance, c'est l'intensité du travail, la sécurité au travail et c'est tout. C'était les 4 éléments, voilà. Donc, voilà le petit sondage que nous avons eu à faire, Raymond. Ok, ok, magnifique. Donc, je vais commencer par préciser quelque chose de très important, c'est que alors, lorsque quelqu'un dit qu'elle est frustrée, bon, Régine me connaît à la matière, comme je suis un petit peu très orienté auto-gestion de soi, auto-management de soi. Il va de soi que lorsque vous êtes frustré, lorsque vous avez le sentiment que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, c'est parce qu'effectivement, en général, on a des attentes super élevées. Par définition, la frustration, c'est la déception que nous avons face aux attentes exagérées à l'égard des gens qui soit n'ont pas les moyens de répondre à ces attentes ou n'ont pas la volonté d'y répondre. Donc voilà, donc c'est ça le gros paradoxe. Tu vois, tu vas dire par exemple que normalement, j'aimerais que quand mon mari rentre le soir, il puisse manifester un petit peu d'attention, qu'il me prenne dans ses bras. Et lorsque je lui pose un défi que j'ai rencontré au travail, il puisse effectivement montrer clairement qu'il se sent concerné. Et puis, tu te rends compte de ce que, voilà, il y a un désintérêt. Tu te rends compte que ce que il n'a pas prévu, n'est-ce pas, répondre à cette attente particulière que tu as. Et parfois, cela peut être donc du coup lié au fait que, eh bien, il n'en a pas les moyens. C'est-à-dire, lui, il était très frustré au travail. Il était frustré par des situations au travail. Il n'est pas content de sa vie, il n'est pas content de sa carrière, il n'est pas content de la façon dont ses employeurs peut-être le traitent. Les challenges, les défis qu'il a à relever sur le lieu de travail, ce n'est pas évident pour lui non plus. Donc lui aussi, il souffre. Et toi, tu aimerais que il pèse, n'est-ce pas, tes souffrances. Ou vice-versa. C'est toi l'époux, et puis tu as des difficultés, tu aimerais que ton épouse te comprenne. Et c'est en ce moment qu'elle est exigeante. Et ça te frustre et tu as le sentiment d'être incompris. Mais en réalité, c'est parce que en ce moment, eh bien, l'épouse peut-être n'a pas les moyens de répondre à tes attentes. Ou bien, par exemple, tu as un manager qui attend de toi que tu fasses un travail à une certaine dimension de qualité. Et puis toi, tu as l'impression d'avoir fait des efforts. Et malgré les efforts que tu as le sentiment d'avoir fait, lui considère que tu n'as rien fait par rapport à ce que tu es supposé faire. Alors que toi, quand tu regardes un petit peu euh, ton taux de progression par rapport à avant, tu sens que tu as progressé. Mais ton supérieur hiérarchique a l'impression que ce n'est pas encore ça. Ou bien peut-être, lui, il te reproche 10 choses, alors que toi, tu ne te reproches que 3 choses. Toi, tu t'es amélioré par rapport aux 3 choses qui fait que tu dois corriger pour être sûr de ce que tu puisses t'en sortir. Et lui, Régine, il y a Adri et puis le iPhone des chérifs. Ils sont ouverts. Pourquoi tu n'as pas de livre? Sophia, pourquoi tu n'as pas de livre? Sophia, où est le livre? Non, on ne veut pas le livre, on fait la correction. Et où est la correction? Où est le fichier? Mais je te dis qu'on fait la correction. Ok, Régine, si on peut voir les micros pour couper le micro des participants, Régine. J'ai réellement activé l'option couper les micros, mais je ne sais pas comment permettre, je ne sais pas comment certains arrivent à se connecter, je ne comprends pas en fait. Ok, je pense que ça peut aller là. Je suis fait. Ça met en direct, mais je ne vois pas.
OK. OK. D'accord. Donc, je disais donc que voilà, toi, tu attends ce que ton supérieur hiérarchique puisse donc du coup reconnaître tes progressions et tes efforts. Mais lui ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Il regarde juste effectivement ce que tu devrais être en train de faire. Tu as l'impression, toi, d'avoir fait des efforts énormes, mais comme il ne voit pas ces efforts, oh, tu as eu un dépassement de soi, tu as fait, eh bien, tu as eu une progression inhabituelle. Mais lui ne voit pas cette progression inhabituelle, il n'accepte pas cette progression inhabituelle. Et donc, tu vas être frustré et tu as l'impression de n'avoir pas été reconnu. Et ça, c'est parce qu'en fait, quand lui regarde l'échelle des valeurs, l'échelle d'analyse par rapport à laquelle il t'évalue, il considère que tu n'as rien foutu encore. Mais quand toi, tu vois d'où tu es parti par rapport à là où tu étais, les efforts que tu as eu à faire, les nuits blanches que tu as eues pour rendre un rapport de qualité, la souffrance que tu as dû subir non, pour pouvoir répondre à ces attentes, tu te dis, ben, tiens, ben, il ne reconnaît pas ça, quoi. Et donc, tu deviens frustré. Alors, tu es frustré, en fait, parce que tu ne sais pas, peut-être, par rapport à quels critères tu es évalué. Ou tu ne sais pas quelles sont les attentes précises que les autres ont de ta part. Ou bien, peut-être, ils s'en foutent un petit peu. Alors, c'est là que moi, je voulais apporter une précision importante. La plupart du temps, même si je sais que Régine et son équipe font un travail extraordinaire pour que les managers sur le lieu de travail fassent preuve de plus d'empathie, fassent preuve de plus de bienveillance, fassent preuve de plus de bon cœur, si on peut ainsi parler, eh bien, il reste que le lieu de travail n'est pas un lieu sain. Donc, il vaut mieux qu'on se dise la vérité par rapport à ça. Ce n'est pas un lieu sain, ce n'est pas un lieu où tout se passe bien, ce n'est pas un lieu où tout est parfait. Ce n'est pas un lieu où tu vas voir la plupart de tes attentes comblées. Le niveau auquel tes attentes vont être comblées dépendra effectivement de ton management de soi, de ta capacité donc du coup à gérer tes émotions, à gérer les attentes d'ailleurs que tu as à l'égard des autres, ta capacité à tirer profit de ce que les autres arrivent à t'apporter, à faire à ton égard. Donc si tu ne sais pas calibrer tout ceci, il va de soi que, sachant que le monde du travail, ce n'est pas un monde où on trouve des gens qui sont des enfants de cœur, où les gens se battent, chacun se bat pour tirer son drap de son côté. Les gens souffrent et ils déversent parfois les injures, les mauvaises paroles, les emails incendiaires sur les uns les autres. Donc, si tu ne fais pas, tu ne réussis pas ton auto-management et que tu attends des autres qu'ils puissent voilà, bien te ménager, par exemple, si dans le bien du travail, ce qui cause la frustration aux gens, ben tiens, les gens ne sont pas là parfois pour pouvoir nous rendre heureux. Nos collègues ne sont pas là pour nous rendre heureux. Nos collègues eux-mêmes ne sont pas très heureux eux-mêmes. Chacun vient avec son lot quotidien de frustration venant de la maison, venant de sa vie de façon générale. Nous vivons nos déboires chacun à sa manière. Donc, il y a presque personne qui ait la particularité ou la mission particulière de s'occuper de toi, de s'occuper de tes enjeux, de s'occuper de tes difficultés, de s'occuper de tes attentes. Donc, et quand tu comptes sur cela, des gens qui n'ont pas dans leur agenda de te rendre heureux, des gens qui n'ont pas dans leur agenda de te rendre épanoui, des gens qui n'ont pas dans leur agenda de t'envoyer des emails gentils, des gens qui n'ont pas prévu particulièrement, eh bien, de pouvoir donner de l'affection, de la présence, de la bienveillance. Si tu t'attends à ce que ceux-là, eh bien, ils te donnent cette affection, cette bienveillance, tu ne vas qu'être déçu. C'est pourquoi je dis que la frustration, c'est la déception que nous avons face aux attentes exagérées à l'égard des gens qui n'ont pas les moyens ni la volonté d'y répondre. Parfois, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas la volonté. Je donne un exemple simple. Ton supérieur hiérarchique a la possibilité de te donner une promotion, mais il dit « je ne veux pas ». Voilà. Ou bien on doit te mettre davantage de moyens à disposition et puis on te dit bah, « écoute, on ne le fera pas ». Voilà. Et on ne te donne pas de raison, c'est comme ça. Donc, ils n'en ont pas la volonté. Donc, quand tu es en face d'une personne qui n'a pas la volonté de t'aider et que toi, tu continues d'avoir des attentes à l'égard de cette personne qui n'a pas la volonté de t'aider, qui n'a pas les moyens parfois de t'aider, tu ne vas qu'être frustré. C'est comme un ami à moi qui me dit, mais écoutez, Herman, j'ai demandé 1 million de francs CFA, 1 million de francs CFA à environ 1 500 € à mon frère et il refuse de me le donner. Alors qu'il a un dépôt à ATM qui s'évalue à plus de 100 millions de francs CFA, environ 150 000 €. Il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que ce dépôt à ATM, c'est de garantie à un prêt qu'il a pris auprès de la banque. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a 100 millions quelque part, donc il donne, selon toi, ça ne doit pas, c'est quelque chose de stratégie pour lui. Et tu penses que normalement, il devait aller puiser dans les 100 millions pour te donner toi 1 million. Et comme il ne le fait pas,
eh bien, tu es frustré. Soit il n'en a pas les moyens, il ne peut pas autant que tu penses qu'il peut, ou bien il ne veut pas. Donc, il ne veut pas. Et donc, comme sur le travail, il y a souvent des gens qui sont fatigués comme nous, qui sont peut-être frustrés comme nous. Imaginons un collègue qui vient de subir une remontrance de la part de ton supérieur. Et donc, qui n'est pas bien dans sa peau, ou bien peut-être a une déception amoureuse, sentimentale, ou bien peut-être vient de perdre de l'argent, vient de perdre un parent, etc. Toi, tu t'attends à ce que ce collègue, quand tu envoies un email, il puisse te répondre de la manière la plus gentille possible, de la manière la plus courtoise possible. Alors que, eh bien, c'est sur toi qu'elle va déverser toute la colère qu'elle a, toutes les frustrations personnelles qu'elle a. Ce n'est pas à cause de toi qu'elle déverse ses frustrations, ce n'est pas toi personnellement qui est un défi pour lui ou pour elle, mais c'est ce qu'elle vit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas être frustré par la réponse et la discourtoisie qu'il aura eue à ton égard. Et pourtant, il n'avait pas les moyens émotionnels en se tenter de répondre, n'est-ce pas, à tes attentes. Et donc, c'est pourquoi il est très important pour nous d'arrêter d'avoir des attentes à l'égard des gens. Selon moi, la meilleure façon de ne pas être frustré, c'est de ne plus avoir d'attentes à l'égard des gens. Je vais donner un exemple très simple. L'une des choses qui nous frustre, c'est le fait que nous pensons que, nous méritons une augmentation de salaire, nous méritons une amélioration des moyens, ou bien nous méritons une promotion, et qu'on donne des moyens aux autres et qu'on ne nous en donne pas, qu'on augmente les salaires des autres et qu'on nous augmente nos salaires, ou bien les autres ont une promotion et nous n'avons pas une promotion. Une personne qui, à l'égard de son entreprise, premièrement, que son entreprise puisse lui donner les moyens pour travailler, va être frustrée parce que l'entreprise travaille constamment à rationner, n'est-ce pas, les moyens mis à disposition. Il existe dans la plupart des entreprises des outils, des méthodes, des stratégies claires qui sont utilisées pour réduire autant que fait se peut les charges, pour rentabiliser les entreprises. Donc, si on peut ne pas te mettre des moyens à disposition, c'est mieux. Voilà. Donc, et tu vas être frustré pour dire, nous voulons des moyens pour travailler, on ne nous les donne pas. Et puis après, on nous reproche le fait que nous n'atteignons pas les objectifs. Bien sûr que c'est cela. Et bien sûr que c'est cela parce que l'entreprise ne veut pas, étant dans un souci, n'est-ce pas, d'optimisation des ressources, d'optimisation des actifs, d'un souci de rentabilisation, eh bien, ne souhaite pas mettre les moyens à la disposition. Donc, on va dire un collaborateur, un employé, un salarié qui va être épanoui en quelque sorte et qui va être bien dans sa peau, c'est celui-là qui arrive à atteindre ses objectifs avec les moyens qu'on a mis à sa disposition. Si tu t'attends à ce qu'on te donne plus de moyens, il y aura plus de chances que tu sois, n'est-ce pas, frustré. Ou bien, par exemple, tu penses que tu veux une promotion. Par exemple, j'ai remarqué que la plupart des gens qui souhaitent avoir des promotions, eh bien, ne se demandent même est-ce qu'ils ont rempli les conditions minimum pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, d'une promotion. Parce que si tu ne remplis pas les conditions, on ne te va pas te donner la promotion. Et toi, tu vas être frustré, tu vas avoir très mal parce que eh bien, tu t'attends à ce que eh bien, les gens soient gays, gentils avec toi, que les gens soient ouverts avec toi, qu'on te donne comme faveur. Or, il y a des critères que tu ne remplis pas. Et en matière d'obtention de promotion, par exemple, il y a les critères officiels et les critères officieux. Donc, si tu ne fais pas tout pour pouvoir remplir ces critères, tu ne pourras pas t'en sortir. Par exemple, une personne qui souhaite avoir une promotion, doit, en général, atteindre à 100% les objectifs qu'on lui a fixés et les dépasser, et être en train de faire ou de contribuer au résultat de son supérieur hiérarchique. Ou bien cette personne, par exemple, doit produire des résultats qui soient incontestables et qui soient incontournables pour l'entreprise, tellement bons que l'entreprise ne peut pas se passer de lui ou d'elle. Ou encore, cette personne doit, n'est-ce pas, tout faire pour avoir la faveur, le respect et la bénédiction des dirigeants qui prennent les dispositions de promotion. Et puis cette personne doit faire preuve d'un leadership visionnaire et d'une certaine résilience, d'une certaine capacité à gérer les difficultés, à gérer les challenges, à gérer les équipes, à gérer les loups, n'est-ce pas, à gérer les attaques et ne pas se laisser, n'est-ce pas, épuiser par les animosités et les méchancetés qu'on peut retrouver sur le lieu du travail. Et puis cette personne doit faire preuve de finesse et de stratégie politique. Parce que le fait d'être techniquement bon, par exemple, ne suffit pas pour obtenir une promotion. Il faut de la finesse et il faut de la stratégie politique, la capacité à avoir des gens de son côté qui vont faire usage de leur pouvoir d'influence, qui vont faire parfois de trafic d'influence pour nous aider à obtenir ce que nous voulons comme promotion. Alors, quand tu ne remplis pas ces conditions, toi, tu vas dire, mais tiens, je me bats tous les jours, ça fait 10 ans que je suis là, je donne le meilleur de moi-même pour cette entreprise. Et voilà,
il y a un poste qui s'est ouvert et au lieu de me donner le poste, malgré tout l'effort que je fais, on ne me promet pas. Alors qu'en réalité, sur peut-être 6 critères, sur peut-être 10 critères pour être promu, tu n'en as rempli peut-être que 1 ou 2 critères. Et les autres sont là que tu n'as pas encore rempli. Toi, tu considères que normalement, tu as rempli tous les critères, mais il existe des critères officiels et les critères officieux. Donc, si tu n'as pas été exhaustif dans le remplissage, si je peux ainsi dire, de ces critères, tu vas avoir une frustration. Et comme vous le voyez, c'est une frustration dans ce cas qui est improductive, qui ne vaut pas la peine parce qu'en fait, cela n'est pas de nature à te donner du bien-être, à te donner de l'épanouissement au quotidien. Donc, si je dois résumer en quelque chose, c'est qu'en général, nous serons frustrés lorsque nous attendons des choses, des retours d'une personne, que ce soit en famille, en société ou en entreprise. Nous attendons que notre entreprise, par exemple, l'organisation dans laquelle nous travaillons, les collaborateurs avec lesquels nous travaillons, nos supérieurs hiérarchiques, nous donnent des choses, répondent à des attentes, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de répondre à ces attentes-là, ou ils n'ont même pas la volonté d'y répondre. Donc, quand tu as en face de toi une personne qui n'a ni la volonté, ni les moyens de répondre, ou peut-être l'un ou l'autre, de répondre à tes attentes, tu ne vas qu'être frustré. Mais dans le fond, cette frustration est inutile. C'est-à-dire que s'il y a une personne à l'égard de qui tu vas avoir des attentes, c'est toi-même. C'est toi-même. On est mieux servi que par soi-même. À partir du moment où tu commences par comprendre cela, tu vas avoir moins de frustration. L'autre chose importante aussi, c'est qu'il y a des choses que ton entreprise ne peut pas te garantir. Par exemple, ton entreprise ne peut pas te garantir la justice salariale. C'est-à-dire, je donne un exemple très simple. Imaginons que dans ton entreprise, tu es comptable, ou bien chef comptable, ou bien analyste financier. On va penser à analyste financier. Tu gagnes actuellement l'équivalent de 800 000 francs CFA net d'impôt. Ton entreprise veut débaucher une personne qui travaille dans une entreprise concurrente et là-bas, cette personne gagne 770 000 net d'impôt. Lorsqu'on va lui proposer de le débaucher, cette personne pour venir travailler chez vous en tant qu'analyste financier au même titre que toi, cette personne va négocier son salaire. Et cette opportunité de négocier son salaire fera donc que cette personne qui gagnait 770 000 francs là où elle est, en net d'impôt, va négocier son salaire par exemple à 1 250 000 francs net d'impôt. La conséquence, c'est que à la fin du mois qui va suivre sa prise de fonction, elle va toucher donc du coup un salaire de 1 250 000 et toi qui es là depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui a tout donné pour cette entreprise, tu vas te retrouver avec un salaire de 800 000 francs. Et ton entreprise ne fera absolument rien pour améliorer ton salaire jusqu'à ce que, tu décides de démissionner, c'est-à-dire que quelqu'un a décidé de te débaucher et tu dis qu'on t'a fait une proposition donc du coup de 1,5 million ou bien 1,2 million et ton entreprise alors décide de te faire une contre-proposition de 1,320 000 francs CFA par exemple. Et donc, dans une mesure comme celle-là, tu vas te retrouver à gagner plus que celui qui est venu après toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui ont plus de chances de s'offrir ce que j'appelle des avantages compétitifs injustes, ce sont ceux qui ont la possibilité de se vendre très cher. Et ont la possibilité de se vendre très cher les gens qui sont demandés sur le marché. Et donc, il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui sont frustrés de voir qu'ils font le même travail qu'une personne et que cette personne gagne plus qu'eux, et que la personne est venue même après eux et gagne plus qu'eux. J'espère que vous avez compris pourquoi ça se passe ainsi. Parce que lorsque une personne est recherchée, on va la débaucher, elle peut faire de la surenchère. Mais toi qui es en interne, si tu n'as pas des propositions externes pour des gens qui veulent te débaucher, tu ne peux pas faire du chantage à ton organisation. Tu peux décider de ne plus produire du résultat. Tu peux décider de ne plus donner le meilleur de toi, mais tu peux te résigner professionnellement parlant. La conséquence va être que bientôt, cette personne qui est venue après toi, on va la prendre, on va la promouvoir parce qu'elle fait preuve d'un engagement professionnel et managérial plus élevé que toi. Et ça ne va que te frustrer davantage. Donc, attention, il faudra suivre donc la dynamique de l'évolution sociale autour de soi pour dire qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de compter sur son entreprise pour faire pour nous des plans de carrière. Quelqu'un me dit la dernière fois, écoute Herman, je travaille dans une entreprise, ils n'ont même pas de plan de carrière. J'ai dit, ben oui, c'est normal parce qu'en fait, le plan de carrière, ton entreprise n'en a rien à cirer. Tu dois avoir un plan de carrière en te disant, je fais tout dans cette entreprise, si je n'ai pas une promotion, je vais me chercher ailleurs parce que moi, je suis assistant maintenant, j'aimerais être chef d'unité dans 2 ans et dans 5 ans, je vais être chef de département, dans 10 ans, je veux être directeur et dans 15 ans maximum, moi, je veux être directeur général.
Donc, c'est ça ton plan de carrière. Si tu attends de ton entreprise qu'elle te donne un plan de carrière, tu ne l'auras pas. Et tu vas dire, rien ne va ici, et pourtant, ils doivent le faire, mais ils ne se sentent pas obligés de le faire. Ils ne veulent pas le faire, ou peut-être ils n'ont pas les moyens de le faire. Parce qu'il dit, plan de carrière dit plan de formation pour t'accompagner. En revanche, si toi-même tu décides de te faire un plan de carrière, avec un plan de formation qui l'accompagne, tu ne seras jamais frustré. Pourquoi? Parce que tu n'attends pas les choses de ton entreprise, tu te fais les choses toi-même. Et comme on l'a dit, la meilleure façon d'être frustré, c'est d'avoir des attentes à l'égard des gens qui n'ont ni les moyens, ni la volonté d'y répondre. Donc, voilà. Par exemple, il y a des gens qui souhaitent être riches et ils travaillent depuis 20 ans, ils travaillent depuis 15 ans, ils travaillent depuis 7 ans et ils ne sont pas riches. Mais en réalité, la richesse ou l'épanouissement financier n'est pas du coup quelque chose qu'on peut attendre d'une entreprise ou de son organisation. C'est quelque chose qu'on doit attendre de soi-même. Quelque chose qu'on doit attendre de soi-même. Et donc, si tu attends cela à l'égard de ton entreprise, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que la richesse d'une personne n'a absolument rien à voir avec le montant de salaire, mais cela a tout à voir avec l'utilisation que cette personne-là fait de son salaire. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Imagine une personne qui gagne 800 000 francs CFA. Et puis une autre personne qui gagne, on va dire, 400 000 francs CFA. La personne qui gagne 400 000 francs CFA et paye 100 000 francs CFA par mois. La conséquence sera qu'elle va se retrouver donc du coup avec eh bien, une richesse de 1 200 000 francs CFA à la fin, n'est-ce pas, de l'année. En revanche, la personne qui gagne 800 000 francs CFA, imaginons qu'elle puisse, on va dire, environ 100 000 francs chaque mois sur son découvert, donc c'est-à-dire elle dépense 900 000 francs chaque mois, et puis on lui facture par exemple 20% sur le découvert, c'est l'exemple que je donne, donc elle s'endette de 1 200 francs CFA chaque mois. Conséquence, elle va s'endetter, tout chose étant égal par ailleurs, je fais une extrapolation, elle va s'endetter de 1 400 000 francs CFA à la fin de l'année. Au bout de 10 ans, elle aura des dettes s'évaluer à environ, tout chose étant égal par ailleurs, 14 400 000. Et celui qui a épargné 100 000 par mois, soit 1 200 000 chaque année, va se retrouver avec une fortune de 12 millions. Peut donc acheter un lopin de terre avec, peut investir et acheter des actions avec. Si les actions prennent de la valeur, les lopins de terre prennent de la valeur, au bout de 20 ans, il va être riche. Lui qui gagnait 400 000 francs et celui qui gagnait 800 000 francs va se retrouver endetté et donc du coup appauvri. Donc, comme vous le voyez, la plupart des gens attendent de l'entreprise que l'entreprise les rende riches, ils ne peuvent qu'être frustrés. La meilleure façon de gérer cette frustration, c'est de dire que ma richesse ne dépend pas du montant de salaire qu'on me paie, mais de ce que je fais avec le montant qui m'est payé. Et donc, à partir de cet instant, quand tu commences par faire ce retour sur soi, et c'est cette auto-responsabilisation quant à de qui tu attends quoi, de qui tu attends l'épanouissement, de qui tu attends un plan de carrière, de qui tu attends la formation, de qui tu attends la richesse, de qui tu attends la justice salariale, de qui tu attends ton bien-être au quotidien, de qui tu attends par exemple la respectabilité. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être respectés sur le lieu de travail, mais qui ne sont pas respectables. C'est-à-dire, 1, ils ne se respectent pas eux-mêmes, 2, ils ne respectent pas les autres, 3, ils ne produisent pas des résultats respectables. Combien de seniors ne sont pas frustrés parce que, par exemple, ils disent on leur manque de respect. Mais quand on manque de respect à une personne, c'est qu'elle n'est pas respectable. Et quand elle n'est pas respectable, c'est parce qu'en général, elle ne se respecte pas elle-même, elle ne respecte pas les autres, et puis elle ne produit pas du résultat impeccable et respectable. Donc, encore une fois, c'est à toi de résoudre l'équation de la respectabilité pour dire, je vais faire tout pour me montrer respectable, je me respecte moi-même, je suis discipliné, je suis impeccable dans mon approche, je respecte les autres, je leur parle bien, je suis courtois avec eux, je les aide à progresser, etc. Et à partir de cet instant, je produis aussi des résultats irréprochables, incontournables et incontestables. Et là, les gens vont me respecter. Donc, encore une fois, je nous ramène à nous-mêmes parce qu'en fait, étant donné que la frustration, c'est la déception que nous avons face aux attentes exagérées à l'égard des autres, si tu attends trop de ton oncle, de ton supérieur hiérarchique, de tes collaborateurs, tu attends trop d'eux, tu vas être souvent frustré. Alors, quelques astuces rapidement eh bien, pour gérer la frustration. Premièrement, assure-toi de faire ce qui est nécessaire. Assure-toi de faire ce qui est exceptionnel. Assure-toi de travailler à améliorer tes résultats au quotidien.
Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, écoutez, quand on est sur le lieu de travail, il faut faire ce qu'on aime et le faire bien. Et en usant de ce qu'on appelle, eh bien, la motivation intrinsèque. Il existe une motivation intrinsèque qui fait qu'une personne, même quand on lui a mal parlé, elle fera bien son travail. Même si on l'a maltraitée, elle fera toujours bien son travail. Parce que, un, parfois, elle est bien éduquée. Deux, elle a le sens du travail bien fait. Donc, vous connaissez, vous savez qu'en général, quand nous sommes frustrés, nous décidons de ne plus bien faire le travail. Ce qui veut dire que nous n'avons pas la motivation intrinsèque. Or, quand tu as la motivation intrinsèque, étant donné que la motivation est une flamme intérieure et que personne d'autre ne peut te motiver, tu ne peux que t'auto-motiver parce que la flamme, elle est intérieure. Donc, quand elle s'éteint, personne ne peut l'allumer. Il n'y a que toi qui peux te rebooster. On appelle ça la motivation intrinsèque. Quand tu as cette motivation intrinsèque, tu fais toujours bien le travail, même si on ne t'apprécie pas, même si on te met les bâtons dans les roues, même si tu as des loups autour de toi. À partir de cet instant, tu vas délivrer du résultat à un niveau où tu vas être tellement bon qu'il soit impossible de ne pas te respecter. Tu vas produire du résultat incontournable et indispensable et incontestable au point où ton entreprise mettra tout pour te retenir en t'offrant par exemple une augmentation de salaire, en t'offrant par exemple une promotion. Ensuite, donc, travaille à affiner tes qualités. Parce qu'encore une fois, excusez-moi de peu, j'ai dit la dernière fois, nous étions entre amis, un after-work, et nous étions en train de parler du racisme. Et je leur ai dit, écoutez les gars, je n'ai jamais été victime de racisme. Ils me disent, mais comment ça? J'ai dit, à cause de deux raisons essentielles. La première raison pour laquelle je n'ai jamais été victime de racisme, c'est très simple, c'est que je ne considère pas que lorsqu'une personne me méprise, c'est à cause de la couleur de ma peau. Je considère toujours que si une personne me méprise, c'est parce que j'ai une attitude, un comportement et des résultats méprisants. Excusez-moi de peu, c'est ma conception des choses. Donc, ensuite, étant donné que moi-même, je suis méprisant envers mes collègues, et ce n'est pas parce qu'ils sont d'une couleur de peau différente de moi, mais c'est parce que je suis tout simplement méprisant. Donc, ça n'a rien à voir avec le racisme. Ensuite, je leur ai dit, je m'assure de ce que je produis du type de résultat qui fera que même mes ennemis vont me respecter, même mes ennemis vont dire chapeau. Voilà. Et donc, l'idée ici, si tu n'es pas très aimé, tu n'es pas très apprécié sur ton lieu de travail, il faut t'assurer de ce que tu produis du résultat. Tu sois tellement bon qu'il soit impossible de t'ignorer, qu'il soit impossible de ne pas te respecter, qu'il soit impossible de ne pas te considérer. J'étais à un entretien de vente hier, donc un sales meeting, donc avec un directeur général et son directeur administratif financier. Il est de l'ancienne école et il me l'a avoué. Quand tu me vois en apparence, tu ne sauras même pas que j'ai 40 ans. Voilà. Et donc, du coup, j'arrive là-bas et il nous voit, il voit qu'on est des jeunes. Il ne nous prend vraiment pas au sérieux. Il dit, mais tiens, écoutez, ce n'est pas avec moi que vous avez rendez-vous, descendez. Et puis, en plus, c'est son DAF qui nous a remonté à nouveau, vers lui. Il dit, c'est eux? Ah, d'accord, ok, asseyez-vous. Donc, on sentait qu'il n'avait aucune considération pour nous. Et donc, j'ai décidé donc de faire une brève présentation, non seulement de notre entreprise, mais surtout de nos résultats, en citant clairement le type d'action de transformation d'entreprise que nous avons eu à engager et avec quel type d'entreprise et avec quels résultats. Et alors là, il a commencé par nous écouter. Ce qui veut dire tout simplement qu'au départ, il était parti pour nous mépriser, pour nous ignorer. Eh bien, nous avons démontré d'un résultat qui faisait que, ben tiens, il nous a donné de la considération. Donc, en réalité, quand les gens te méprisent ou t'ignorent, c'est parce que tu ne produis pas un résultat qui soit exceptionnel et qui soit impeccable au point où ils ne puissent pas t'ignorer. Ensuite, naturellement, vous savez, lorsque ton mari te néglige, ça c'est Abidjan. Quand ton mari te néglige, c'est parce que tu es négligé dehors. Est-ce que tu vas un peu? Quand ta femme te néglige, c'est parce que tu es négligé dehors. Et la plupart des gens qui sont frustrés dans les entreprises, en général, c'est parce qu'ils ne sont pas désirés dehors. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est frustrée dans une entreprise et qu'elle a régulièrement des offres d'emploi, elle n'attend pas d'être hyper frustrée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc, à partir du moment où tu te retrouves hyper frustré, il y a de fortes chances que, eh bien, tu n'as pas un niveau d'excellence qui fait que les chasseurs de tête, le marché te court après. Parce que normalement, si tu as un niveau d'excellence impeccable, l'une des choses qui va arriver, c'est que le marché va te désirer. Donc, ton entreprise ne te traite pas bien, ton super ne te traite pas bien, l'ambiance n'est pas bonne, on ne reconnaît pas ton travail,
Eh bien, si vraiment il y a des gens dehors qui reconnaissent ton travail, tu vas avoir tellement d'offres d'emploi que tu n'attendras pas d'être hyper frustré. Et vous comprenez alors avec moi qu'en général, les gens qui deviennent hyper frustrés, c'est des gens qui ne sont pas assurés de gagner en excellence exceptionnelle et d'avoir de la valeur aux yeux du marché au point où ils ont tellement d'offres qu'ils ne savent même pas quelle offre prendre et ils n'attendent pas de moisir dans une entreprise avant de partir. L'autre chose également, c'est que si tu as vraiment des attentes et que tu aimerais que les gens, donc, du coup, eh bien, répondent à tes attentes, il faut qu'ils soient favorables à tes demandes. Et pour que les gens soient favorables à tes demandes, en général, tu dois t'assurer de ce que tu remplisses plus que les conditions nécessaires. J'écoutais un jour Samuel Eto'o, qui, après avoir perdu les chances de gagner le Ballon d'Or en 2006, alors qu'il a gagné la Champions League, meilleur buteur, il a été Pichichi cette année-là, meilleur buteur du championnat espagnol. Le Barça avait fait le triplé, si je me trompe. Donc, il considérait que il allait de soi, il a marqué même à la finale, il allait de soi qu'il soit le Ballon d'Or. À son nez, à sa barbe et à sa grande surprise, c'est Cannavaro qui est le Ballon d'Or. Il était frustré, bien évidemment, avant de se dire, écoute, je sais comment je suis arrivé là où je suis arrivé. Je suis arrivé là où je suis arrivé parce qu'en fait, j'ai compris très tôt que quand tu es un footballeur professionnel et que tu joues en Europe, par exemple, il faut que tu produises 5 fois le résultat, et que tu es noir, que tu produises 5 fois les performances des autres joueurs pour que les journalistes commencent à parler de toi. Donc, la même chose est vraie quand tu es dans une entreprise. Tu dois plus que remplir les conditions requises pour avoir, n'est-ce pas, la considération et pour que les gens ne n'aient plus être frustrés. Eh bien, l'autre chose importante, et on va avoir certainement fini là, c'est que il faut que tu développes des qualités qui fassent que les gens n'aient pas d'autre choix que de te faire confiance, que de te respecter, que de répondre à tes demandes, que de dire vraiment, franchement, j'avoue, Madame Keita, elle et moi, on ne s'entend pas trop, mais franchement, elle connaît son job. Monsieur Baldé, c'est pas trop mon ami, mais bon, franchement, elle est impeccable. Voilà, Madame Nongo, c'est vrai qu'elle n'a pas le mal aux gens, mais elle connaît son job. Donc, il faut que ce soit de sorte que même tes ennemis soient unanimes pour dire que, ben, tiens, tu mérites, que tu as du mérite, que tu es respectable. À partir de cet instant, eh bien, tu vas rarement être frustré. Régine, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai pu aborder autant que faire se peut un minimum des contours du sujet. Et s'il y a des questions posées par les participants, je suis à disposition pour répondre. Régine? Merci beaucoup, Eman. Merci de ta présentation. Je vous rappelle que c'est Eman Capo qui est mon coach, qui est aussi un de nos grands mentors. Merci pour ta présentation et il y a quelques questions. Je pense que tu as un peu parlé dans un sens général et le plus important, c'est les questions que tous les participants ont notées. Il y a bonsoir Marthe. Il y a Marthe qui dit quand une personne est frustrée, le résultat attendu d'elle ne sera plus satisfaisant. Je pense que c'est un complément. Il y a Daniel Ouattara qui dit quelles conseils pouvez-vous pour un employé qui est mis à l'écart, qui est écarté des réunions et prises de décision, qui est mis sur le fait accompli à chaque fois? Allô, Eman? Allô? Allô, Eman, tu m'écoutes? Oui, tu as fermé mon micro alors. Voilà, je reprends la question. Il y a Daniel Ouattara, bonsoir, qui dit quel conseil pouvez-vous pour un employé qui est mis à l'écart, qui est écarté des réunions et prises de décision, qui est mis sur le fait accompli à chaque fois? Est-ce que tu m'entends, Eman? Régine? Allô? Est-ce qu'on s'entend même?
Alors, tu m'écoutes, Eman? Je t'entends pas. Bien sûr, bien évidemment. Voilà, il y a Daniel Ouattara, je repose la question, qui dit: quel conseil pouvez-vous pour un employé qui est mis à l'écart, qui est écarté des réunions et prise de décision, qui à chaque fois, ce qu'on met devant les faits accomplis à chaque fois, quel conseil pouvez-vous lui donner par rapport à cette frustration qu'il peut ressentir? Il va de soi que cette personne n'a plus la confiance de ses dirigeants. Donc, la personne n'a plus la confiance de ses dirigeants. Et donc, quand on a perdu la confiance, il faut la regagner. Donc, je suppose par exemple que c'est le boss ou bien le manager de l'équipe qui a décidé d'écarter cette personne. Donc, dans une mesure comme celle-là, il y a une crise de confiance. Quand il y a une crise de confiance, il faut essayer de voir qu'est-ce qui explique cette crise de confiance. Pourquoi on ne veut plus de vous. Vous pouvez faire votre introspection, vous pouvez travailler avec un coach qui va analyser la situation avec vous et naturellement, vous devez, autant que faire se peut, aller vers votre boss pour demander clairement pourquoi est-ce qu'il ne vous associe plus, si vous en avez le courage et les moyens, et qu'est-ce que vous devez faire pour à nouveau avoir sa confiance. Maintenant, au cas où vous seriez en conflit frontal avec votre boss, donc la cause est simple, c'est que vous êtes en conflit frontal avec votre boss. Et comme les gens forment le gouvernement avec les hommes de confiance, donc aucun dirigeant n'aimerait avoir autour de lui une personne qui le dérange. Bafoue en quelque sorte son autorité. Et comme il a au moins les moyens administratifs d'écarter les gens, il peut le faire et sans se poser des questions. Comme je l'ai dit au début de la session, nous attendons à ce qu'en général, nos managers soient de bons, gentils gars, qu'ils soient des papes François ou qu'ils soient des mères Teresa. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas des Nelson Mandela. Ils essayent. Parfois, ils y arrivent. Parfois, ils n'y arrivent pas. On s'attend à ce qu'ils fassent preuve d'un leadership bienveillant et extraordinaire. Ils n'en ont pas souvent les moyens et parfois, ils ne veulent pas. Donc, à partir de ce moment, moi, je dis toujours aux gens, si tu veux réussir dans une entreprise, rappelle-toi, tu bosses pour quelqu'un. Rappelle-toi qui est le boss. S'il est un bon leader, alhamdoulilah. S'il n'est pas un bon leader, alors là, il faut savoir tout simplement que l'alignement est le minimum nécessaire pour ne pas être victime d'une certaine cabale. Sinon, effectivement, les gens vont user de tous les moyens, surtout quand tu es dérangeant. Et ce n'est pas stratégiquement intéressant d'être dérangeant dans une entreprise, surtout si on n'a pas les moyens d'avoir de l'influence sur ses dirigeants. Surtout quand on n'a pas des propositions foyées, tu sais, en général, comme je dis, je parle avec une DG à la dernière fois qui me dit, écoute, Amand, je vais démissionner. Je dis, mais il y a des gens dehors, ils seront très heureux d'être à ta place. Il dit, oui, bien sûr, ils le feront parce qu'ils veulent le salaire. Moi, je n'ai pas ce défi-là. Je ne cherche pas de quoi manger. Voilà. Et puis ensuite, j'ai des propositions de partout. Je n'ai pas mon temps à perdre ici. Voyez-vous, dans une mesure comme celle-là, si on t'écarte des réunions, on écarte une personne des réunions, elle n'a pas de plan B, quoi. Et si elle n'a pas de plan B, elle a un seul plan maintenant. Le seul plan, c'est de tout faire pour s'entendre avec son super hiérarchique. Parce que ces gars, ils ont les moyens de vous rendre la vie dure au quotidien lorsqu'ils ne voient pas clairement que vous vous alignez. Si vous ne voulez pas vous aligner, c'est que vous pouvez vous épanouir dehors. Si vous n'êtes pas demandé dehors et que vous cherchez toujours l'épanouissement, il faudra faire low profile, profil bas, pour regagner la confiance et pour revenir à la table des décisions nouveaux. Ok, merci Eman. Donc, nous retenons simplement que pour Daniel Ouattara, il faut repartir voir ton manager, ton supérieur. Si ça ne va pas, tu te fais accompagner par un coach qui peut te donner des moyens, qui pourra travailler avec toi sur une démarche, surtout si tu as un supérieur hiérarchique qui n'est pas assez bienveillant. Il y a toujours Marthe. Merci Daniel pour la question. Il y a Marthe qui dit qu'elle a bien suivi ton exposé, Eman. Mais que quand on est dans un corps hiérarchique comme la police ou l'armée, ce n'est pas facile car c'est un autre monde. Qu'est-ce que tu penses de cela? On dit souvent qu'en général, pour avoir un stage et puis un premier emploi d'assistant, membre d'équipe, etc., CDD, ensuite CDI, etc., il faut démontrer d'une certaine capacité technique, même si on recrute souvent des gens qui n'ont pas le minimum de capacité technique nécessaire
et qui sont recrutés pour d'autres raisons. À un moment donné, quand tu veux être chef de service, chef de projet, tu veux être chef de département, tu veux être directeur général, etc., eh bien, il faut avoir d'autres stratégies, il faut avoir d'autres codes à son arc. Il faut faire la politique. Voilà. Que ce soit dans une entreprise privée, dans une institution internationale, dans l'administration publique, dans le corps, la police, etc., l'armée, eh bien, il faut faire de la politique. Il faut avoir des amis partout. Il faut avoir des amis partout. Il faut donner raison aux gens de vous faire des faveurs. Je suis assez pragmatique pour le dire. Si les gens n'ont pas de raison de te faire des faveurs, si tu n'es pas dans leur camp, eh bien, ils te considéreront comme une personne dérangeante. Et vous savez ce qu'on fait des personnes dérangeantes lorsqu'on décide d'abuser de son autorité. Donc, moi, je ne suis jamais surpris quand quelqu'un me dit, Eman, j'ai été victime d'une injustice. Et dit, quel genre d'injustice? Eh bien, on envoie les gens en mission, on n'a pas envoyé en mission. Il dit, OK, tu t'entends avec ton boss? Il me dit, non, OK. Vous êtes en difficulté de relationnel actuellement? Il me dit, oui, d'accord. Mais pourquoi veux-tu qu'il te fasse des faveurs? Le gars, il n'a pas, rappelez-vous, même s'il a les moyens de te faire des faveurs, il n'a pas la volonté de te faire des faveurs. Et si tu as des attentes à l'égard d'une personne pareille, tu ne peux qu'être frustré. Encore une fois, 97% des choses qu'on obtient sur le lieu de travail, que ce soit dans l'administration publique, dans le privé comme dans les institutions internationales, cela s'obtient de façon informelle. Ouais. C'est-à-dire que tu as un collègue qui met à disposition les ressources. Quelqu'un vient d'envoyer un mail pour demander du papier RAM, il a dit il n'y en a pas. Toi, tu es allé la voir dans son bureau pour dire hey, c'est Ravine, ça va? Mais écoute, je sais que tu vas m'aider là. J'ai besoin de papier. Il dit ok, prends, tiens. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as les papiers, tu sors. L'autre personne qui est venue, qui a envoyé un mail, on ne lui a pas répondu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai envoyé un mail, elle ne l'a même pas ouvert. Elle ne m'a même pas répondu. Et toi, il t'a donné? Oui. Pourquoi il t'a donné à toi? À cause de la qualité des relations qu'il y a entre vous. Et la plupart des gens essayent de dire non, 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 Eman, ça ne doit pas être comme ça. Je dis ok, ça ne doit pas être comme ça, mais c'est comme ça pour l'instant. À partir de cet instant, on dit eh bien, si les gens n'achètent pas ce que tu vends, il faut vendre ce que les gens achètent. Donc, s'il y a des méthodes que tu aimerais que ça marche au sein de ton entreprise, sur ton lieu de travail, et que ces méthodes-là ne marchent pas, demande-toi quelles sont les méthodes qui marchent et utilise-les. Même si c'est dur. Je sais que c'est très dur. Moi, alors, Régine me connaît, moi, je suis très pragmatique. Je ne dis pas les choses telles qu'elles doivent être. Je dis, voici comment les choses sont, et si tu veux t'en sortir, voici quelle est la posture, l'attitude que tu dois avoir. Donc, que ce soit dans la police, l'administration publique, ou le privé, ou les institutions internationales, moi personnellement, j'accompagne les dirigeants à tous les niveaux, ONG internationales, le système des Nations Unies, les institutions sous-régionales, les entreprises privées. Bon, je ne travaille pas beaucoup avec l'administration publique, mais il se trouve que c'est les mêmes choses qui arrivent à un certain niveau d'hyperstructure et de tension et d'enjeu surtout. Donc, il faut tout faire pour... on appelle ça lean in, tu vois, lean in. Lean in, c'est-à-dire quand tu tombes dans une piscine, il faut nager. Il ne faut pas courir dans une piscine, tu vois. Quand tu arrives à un endroit et tu vois que, OK, good, j'ai bien envie de courir, mais je suis dans une piscine. Dans une piscine, on ne court pas, on nage. C'est ce que tu vois. Donc, si tu es dans un endroit et tu sais très bien que ceux qui sont épanouis, tant soit peu, se comportent d'une manière donnée, ont une posture donnée, même si tu n'es pas d'accord, fais semblant d'avoir cette posture et tu seras plus épanoui et tu auras moins de frustration. Régine? Ok, il reste juste quelques minutes pour prendre les dernières questions. Merci, Eman. Donc, simplement, il y a Eman qui dit, comme on dit chez nous, il y a un adage, quand tu marches avec les aveugles, tu es obligé de fermer un œil et tu deviens aussi aveugle. Ou si tu ne veux pas devenir aveugle comme eux, tu quittes leur bateau et tu vas marcher avec ceux qui sont non aveugles pour être plus épanoui parce que tu ne peux pas être avec des aveugles et tu te plains, toi qui as les deux yeux. Au finish, pour toujours réengager ce facteur de responsabilité, il faut être responsable et assumer vos choix. Donc, si je pouvais rajouter cet élément, Herman, nous allons prendre, si vous avez une ou deux dernières questions, nous allons prendre. Et vraiment, merci encore de votre participation à ce talk. Nous espérons réellement que Herman a pu répondre. Il est très pragmatique, c'est vrai.
la plupart des séances avec Herman, tu as l'impression que lui, il est venu vous trancher, quoi. Il ne va pas souvent, très souvent dans le sens que nous attendons, mais je pense qu'il est assez pragmatique et le côté de ressortir, le fait d'être responsable, d'être responsable, quel que soit ce que nous faisons, est très important. Et ce que moi, je retiens le plus ici, c'est... Allô? Oui, Régine, je ne sous-estime pas le fait que c'est dur ce que les gens peuvent subir sur le lieu de travail, mais je pense que c'est parce que peut-être nos professeurs de NBA nous vendent des choses qui ne sont pas vraies. Je peux faire dire la D'accord vérité. avec toi. Je suis très d'accord. Les professeurs de MBA nous vendent des choses qui ne sont pas du tout vraies. Quand tu vois, quand moi je vois une entreprise dans un bel immeuble, je dis, excusez-moi de peu, c'est de la poubelle climatisée. C'est beau, mais quand tu entres là-dedans, c'est de la bouillabaisse. Donc, alors, l'une des choses que nous devons faire, c'est de sortir des théories d'école, et de sortir des idéalismes d'école et de savoir que sur le lieu de travail, c'est des loups qui se mangent tous les jours. Voilà. J'enseigne le leadership, j'enseigne la bienveillance managériale, je challenge les gens que je coach pour qu'ils soient bienveillants, mais je sais que 95% des managers ne deviendront pas bienveillants. Je suis assez pragmatique pour le savoir. Et donc, quand je coach des collaborateurs, l'une des choses sur lesquelles j'insiste, c'est de leur dire, préparez-vous plus à rencontrer des managers qui sont cyniques qu'à rencontrer des managers qui sont empathiques et bienveillants. Et quand vous êtes en face d'un manager qui est cynique, voici l'attitude à avoir. Faites-lui croire que vous êtes d'accord. C'est tout. Il faut faire semblant. Si tu veux être épanoui le temps que tu es là. Et pendant ce temps, tu travailles à devenir tellement bon que le marché vienne te chercher. Mais attention, attention, ceux qui ont déjà fait 5 différentes entreprises savent très bien que le meilleur n'est pas ailleurs. Tu changes d'organisation, c'est les mêmes choses qui reviennent. Le meilleur est en toi, c'est-à-dire c'est ta capacité de résilience et de performance adaptative à utiliser ton intelligence pratique pour savoir à chaque fois quelle est la posture à avoir pour un temps soit peu éliminer les frustrations et trouver un tout petit bout de bonheur. C'est ça qui fera que tu vas trouver l'épanouissement au quotidien. Sinon, a priori, 90 à 95% des gens ne veulent pas te rendre heureux, que ce soit dans ta société, dans la société de façon générale, encore moins dans les organisations. Ok, je pense que ce que tu dis est très pertinent, Emma. Les gens ne sont pas là pour nous rendre heureux, surtout que la bienveillance ne s'apprend pas à l'école, la bienveillance s'apprend très peu dans nos familles. Et en plus, quand nous arrivons dans le monde de l'emploi, comme tu le dis, c'est un monde de loups où on nous dit c'est le meilleur qui doit gagner et souvent on se fait des concurrences tellement déloyales qui nous empêche nous-mêmes de nous épanouir. Donc, c'est très important pour être épanoui. Quand on décide d'être quelque part, moi j'insiste, il faut être responsable. On a pris la responsabilité d'y être. Donc, ou si vous voulez être épanoui, vous êtes obligé de sauter, comme tout le monde saute, le temps que vous y êtes. Si vous pensez que vous pouvez apporter ou bien changer les choses, trouvez la bonne démarche pour apporter, innover ce que vous souhaitez. Et si vous ne pouvez pas, vous savez ce que vous devez faire, soit vous partez ou vous restez et vous demeurez moins frustré parce qu'au finish, c'est personnel et ça empiète sur votre santé, sur votre motivation, sur votre engagement et beaucoup plus dans votre vie aussi. Donc, voilà, il nous reste 3 minutes, nous allons nous quitter. Je suis Régine Love Mokete, Chief Happiness Officer. CEO du cabinet Régine Pro qui est spécialisé bien-être et qualité de vie au travail. Nous accompagnons pas mal de managers des entreprises à développer ce cadre de vie bien-être et bienveillant au travail par des énergies positives. Donc, Herman, c'était notre speaker, comme on le dit. Herman, c'est mon coach et c'est aussi un de mes grands mentors. Moi, je l'appelle grand coach. Pour l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Nous avons pas mal de programmes. Vous pouvez regarder sur notre site internet Régine Pro Consulting. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions en offre, vous pouvez nous les envoyer et puis nous pourrons vous mettre en contact avec Herman aussi. Donc, Herman, je ne sais pas si tu as un mot de fin. Et un mot de fin et nous allons nous séparer dans... Oh, magnifique. Si je peux avoir un mot de fin, c'est de dire, premièrement, écoutez, ayons plus d'attente envers nous-mêmes qu'envers qui que ce soit et nous serons moins déçus, nous serons moins frustrés.
Deuxièmement, arrêtons de faire des illusions par rapport à qu'est-ce que le monde de l'entreprise peut nous apporter. Commençons peut-être par dire, OK, comment est-ce que nous pouvons faire pour semer un peu de bonheur et semer un peu de bienveillance, surtout quand nous avons l'opportunité d'être des managers, ce que nous demandons, comment est-ce que j'aurais aimé qu'on me traite et que nous puissions traiter les gens ici, parce que parfois aussi, c'est nous qui avions été victimes de frustration, c'est en général nous qui sommes les acteurs de grosses frustrations à l'égard des autres. Et pour finir, devenez tellement bon que le marché vous court après, que le marché vous fasse la cour, et vous serez toujours, eh bien, la bien élue ou le bien élu, vous serez toujours la femme désirée, l'homme désiré, quelqu'un que tout le monde veut avoir et qu'on chouchoute et à qui on donne et promotion et augmentation d'avantages et de salaires pour que la personne ne parte pas, qu'elle puisse rester. OK, je vous dirais merci. Merci, Eman. Merci à Henriette, Thierry. Merci à tous ceux qui ont participé. Notre prochain talk, c'est pour le mois prochain, le 15. Nous vous enverrons le replay, le replay de ce talk. Et vraiment, merci. Comme nous le disons à Régine Pro, valorisons l'humain. Et ce que vous attendez des autres, commencez déjà à le s'aimer dans leur vie. Et rassurez-vous qu'ils vont le s'aimer dans votre vie. Chez nous, nous disons tous acteurs du bien-être au travail. Merci, Eman, et merci à tous ceux qui ont participé. À très bientôt et surtout, bonne fin d'année. C'est notre dernier talk. Prenez soin de vous et soyez très bienveillants envers les autres et envers vous-même. À très bientôt. Valorisons l'humain et merci. Ciao. Bye bye. Merci beaucoup. C'est que je n'ai pas fait de capture.